Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo sur l'algèbre linéaire. Donc j'ai compilé trois exercices, donc un sur les espaces vectoriels, un sur les familles libres et le dernier sur les égalités d'espaces vectoriels avec des endomorphismes. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé, ensuite je ferai des rappels de cours et enfin je corrigerai le problème comme d'habitude. Allez, on est parti pour quelques rappels de cours. Donc dans tout ce qui va suivre, K ça va désigner un corps, E c'est un K espace vectoriel et en pratique dans le cadre du programme, K ça va être R ou C. Il y a d'autres corps sur lesquels on peut travailler, mais ce ne sera pas au programme. Donc, on va définir qu'est-ce qu'un sous-espace vectoriel. Donc, je prends F, une partie de E. On dit que F, c'est un sous-espace vectoriel de E si F n'est pas l'ensemble vide et si F est stable par plus et point, où plus et point sont deux lois de composition qui sont définies dans l'espace vectoriel E. Donc, un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel. Alors maintenant, comment est-ce qu'on caractérise les sous-espaces vectoriels? Si je prends f une partie de E, bah, c'est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si le 0 est dans f et si la combinaison linéaire de deux vecteurs de f reste dans f. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'une famille libre? Ah oui, donc en pratique, pour montrer qu'un espace est vectoriel, enfin qu'un ensemble est un espace vectoriel, on montre que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu. Donc c'est pour ça que je n'ai pas rappelé la définition d'espace vectoriel. Passons donc à la famille libre. Donc je prends une famille x1, xn, on va dire qu'elle est libre, donc x1, xn de E. Cette famille, elle est dite libre. Si je prends une combinaison linéaire qui est égale à 0, c'est les coefficients du corps qui sont nuls. Donc ça, c'est la définition de la liberté d'une famille de vecteurs. Ok, maintenant on passe à la notion d'endomorphisme. Donc je considère une application qui va de E dans E, où E c'est un espace vectoriel. On dit que c'est un endomorphisme de E si l'application f est linéaire, c'est-à-dire pour toute combinaison linéaire f de x plus lambda y égale f de x plus lambda f de y. Et ça nous permet de définir des espaces vectoriels bien choisis. Donc si je considère f un endomorphisme, ah oui j'ai oublié de dire que L de E c'était leur ensemble. Si je considère un endomorphisme de E, f, je peux définir le noyau de f qui est l'ensemble des vecteurs x de E tels que f de x égale à 0. Et l'image de f qui est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent sous la forme f de quelque chose. Et il y a une propriété très forte, c'est que ce sont des sous-espaces vectoriels de E. Et ces définitions peuvent se généraliser aux fonctions de E dans F, en règle générale, où E et F sont deux espaces vectoriels. On va corriger le premier exercice. Donc déjà, en fait, il faut sentir que ça va pas être un espace vectoriel parce que le produit xy, ça risque pas d'être linéaire. Donc en fait ce qu'on va faire c'est on va montrer que c'est pas un espace vectoriel. Et comment est-ce qu'on va faire? On va faire une analyse synthèse. En vérité c'est assez simple à montrer, mais pour que vous compreniez bien, je vais faire une analyse synthèse pour montrer comment est-ce qu'on arrive à construire le contre-exemple qui va montrer que c'est pas un espace vectoriel. Donc on va montrer que la caractérisation des espaces vectoriels échoue. Comme on a bien le 0 dans E, enfin le 0 de R2 est bien dans E, puisque 0 fois 0 fait 0, et bien on va montrer que la combinaison linéaire ne reste pas dans E. Donc pour ça, on va chercher un couple de vecteurs tels que la combinaison linéaire sorte de E. Donc on construit un contre-exemple tel que x, y plus lambda uv n'appartient pas à E si x, y et uv appartiennent tous deux à E. Donc on construit ce contre-exemple, je vais développer du coup le produit xy, donc déjà xy plus lambda uv par définition ça fait x plus lambda y plus lambda v. Et si c'était dans E, pour montrer en fait qu'est-ce qui caractérise les éléments de E, c'est le produit des deux composantes. Donc du coup, je vais faire le produit des deux composantes, je vais développer. Et comme par hypothèse, j'ai pris x et y et u et v dans E, les produits xy et uv sont nuls. Voilà. Donc il va rester lambda xv plus uy. Et donc ça, en fait, si c'est pas égal à 0, on a construit le contre-exemple. Donc il suffit, c'est la condition, que lambda xv plus uy ne soit pas nul. Donc on va construire un tel contre-exemple, tout en gardant à l'esprit que xy et du coup uv doivent rester dans E. Donc le bon exemple, ça va être de prendre par exemple uy égale 1 et xv égale 0. Donc pour ça, on va poser xy
égale 0,1, UV égale 1, 0. On a bien X fois Y qui vaut 0, donc c'est dans E. U fois V, enfin, oui, U fois V, ça fait 0 aussi, donc c'est dans E aussi. Donc c'est ce que je dis. C'est clair que ces vecteurs sont dans E. Et si je prends lambda égale 1 pour fixer les idées, ben, je trouve que le vecteur construit c'est 1, 1, mais 1 fois 1 ça fait pas 0. Donc on a construit le contre-exemple qui montre que E n'est pas un espace vectoriel. On va passer à la correction de l'exercice 2, mais avant de bien rédiger la correction, je vais juste essayer de montrer l'idée informelle qu'on va utiliser. Donc en fait, si on suppose que pour montrer que la famille FK est libre, on va supposer que la somme des lambda k FK égale à 0. Donc comme ça c'est une fonction, on va l'évaluer pour tout x. En fait, c'est la même chose que de dire pour tout x dans R, somme des lambda k fk de x égale à 0. Donc on aura l'égalité que j'ai écrite ici. Et maintenant, en fait, pour montrer que c'est libre, il faut montrer que lambda 1, lambda 2, etc., lambda n sont nuls. Donc ça, en algèbre linéaire, on a toujours, en fait, l'idée en algèbre linéaire, c'est d'isoler quelqu'un et de le tuer. C'est assez impitoyable comme science, mais c'est ça l'idée. Donc du coup, on écrit ça, et quel terme on va tuer? Est-ce que ce sera le lambda 0, le lambda n? C'est souvent les termes extrêmes qu'on tue au début. Donc là, il y a une idée d'exponentielle décroissante. Comme je vais montrer, en fait, il faut isoler le terme qui va tendre le plus vite vers 0. Donc pour ça, j'isole lambda n à gauche, je divise par exponentielle ANX pour tout x, c'est licite parce que l'exponentielle ne s'annule pas sur R. Donc j'obtiens cette égalité là. Mais en fait là j'ai créé une somme d'exponentielles décroissantes, puisque la famille des AI est croissante par hypothèse. Donc tous les arguments sont négatifs dans les exponentielles, c'est que des exponentielles décroissantes. Donc on va faire tendre pour x qui tend vers plus l'infini, comme ça, on va obtenir, on va tuer en fait tous les exponentiels, ça va tendre vers 0, et donc on va obtenir de là que lambda n égale à 0. Et vous doutez bien qu'après on va faire pareil pour lambda n-1, lambda n-2, etc. jusqu'à lambda 0. Donc ça nous suggère deux choses. Voilà, donc ainsi de suite. Soit on fait une récurrence, donc c'est possible de le faire par récurrence, mais moi ce que je vais privilégier, c'est une démonstration par l'absurde que je trouve plus élégante et qu'on va voir maintenant. Donc rédigeons ça proprement. Donc on va montrer que la famille FK est libre. Donc c'est ce que je disais. On prend des vecteurs lambda 1, lambda n tels que la somme des lambda k FK et la fonction identiquement nulle, ce qui se prolonge en une égalité de réel en évaluant les fonctions en x. Donc maintenant on va montrer, pour montrer qu'elle est libre, que les lambda k sont nuls. Donc on se propose de le démontrer par l'absurde. On fixe x dans R pour la rédaction, et on pose A, donc qui est l'ensemble des cas de 1n tels que lambda k est non nul. Donc ça, on veut montrer en fait que c'est l'ensemble vide, mais du coup, vu qu'on on démontre par l'absurde, on va supposer que c'est non vide, d'accord? C'est ça, ça va être le point de l'absurdité. Okay, donc on suppose que ça c'est non vide. Bon, bah, c'est un ensemble borné parce que c'est une partie de n, non vide, il possède un maximum. Pourquoi est-ce qu'on invoque le maximum et pas le minimum? Parce qu'on a vu que c'était à chaque fois sur le plus grand élément qu'on allait tuer le terme correspondant. Donc du coup, on invoque le maximum R. Donc maintenant la somme, ben, on tue le terme, tous les termes au-dessus de R. Donc ça devient cette somme là, et on va isoler lambda R naturellement. Donc ça c'est ce que je disais, l'exponentielle s'annule pas, et on obtient cette égalité. Et du coup, les exponentielles sont décroissantes parce que la suite à k est croissante. Et on passe à la limite. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Lambda r égale 0. Et là, c'est là que ça va un peu changer la manière de procéder. Donc on a montré que lambda r égale à 0, mais r il appartient à A parce que r c'est le maximum de A, donc lambda r n'est pas égal à 0. Lambda r égale à 0, lambda r n'est pas égal à 0, c'est absurde. Donc A
qu'on a supposé non vide est en fait vide, et ça veut dire que pour tout cas dans un n, lambda k égale à 0, et donc on a conclu que la famille fk était libre. Alors corrigeons le dernier exercice, donc on écrit les hypothèses et on montre l'équivalence. Donc maintenant on va montrer l'équivalence gauche-droite, donc on suppose que E égale im U plus ker U, et on montre que l'image de U carré c'est l'image de U. Donc, comment est-ce qu'on montre du coup l'égalité d'ensemble, double inclusion. Donc, il y a un sens qui est facile, comme souvent en algèbre linéaire, c'est im de u carré égale im de u. Bah oui, écrire quelque chose sous la forme u carré de quelque chose, c'est rien d'autre que d'écrire quelque chose sous la forme u de quelque chose en fait. Donc voilà, ça je le formalise de manière un peu pédante, mais voilà. Donc maintenant on montre ce qui a priori n'est pas trivial, puisqu'on on va avoir besoin de l'hypothèse en fin de compte. Donc je prends y dans im u et je veux montrer que c'est dans im de u carré. Donc soit y dans im de u, je sais que ça s'écrit y égale u de quelque chose. Mais là c'est là que je vais utiliser l'hypothèse. E c'est im de u plus quart de u. Et donc le x de E, je vais le décomposer comme suit, avec a et b dans image de u et quart de u. Et je vais le réinjecter dans y égale u de x, en utilisant le fait que u est linéaire, donc en tant qu'endomorphisme de E. Donc u de x c'est u de a plus u de b, mais b c'est dans l'image, donc ça vaut 0, et on a u de x égale u de a. Or a est dans l'image de u, donc a égale u de c, donc au final on a montré que y qui était égal à u de x, y était égal à u de x, qui est égal à u de a, avec a égale u de c, donc on a montré que y égale u carré de c, ce qui montre au final que y est dans l'image de u carré. Ok, donc tout à l'heure on a montré une implication et il faut montrer l'autre, donc on suppose que l'image de u carré c'est égal à l'image de u, et on montre que E égale im de u plus quart de u. Donc je vous laisse réfléchir un petit instant laquelle des deux égalités est triviale. C'est bien sûr celle qui va de la droite vers la gauche, parce que E c'est un espace vectoriel, U c'est un endomorphisme de E, donc en fait tous les... et E c'est un espace vectoriel, donc ouais, im de U plus quart de U ça va être dans E, donc bon voilà, il suffit de le dire. Maintenant on va montrer l'autre égalité qui est je pense la plus difficile des quatre, l'autre inclusion pardon, qui est la plus difficile des quatre. Donc je prends Y dans E. Bah, U c'est un endomorphisme dont U de Y est dans E et U carré de Y est dans E. Donc ça c'est vrai que en fait là on est en train de faire une analyse synthèse que je vais reprendre de manière un peu plus soignée après pour que vous compreniez bien, mais ça c'est une manière un peu plus rapide et élégante de faire. Donc c'est logique qu'on applique U à Y parce qu'on veut utiliser l'hypothèse im de U carré égale im de U. Donc on va l'appliquer deux fois normalement. Donc on a U de Y qui est dans l'image de U avec im de U égale im de U carré. Donc on va utiliser cette hypothèse. Donc ça veut dire que il existe X dans E tel que U de Y égale U carré de X. Ok. J'ai bien écrit U de Y qui était dans im de U comme l'image, comme quelque chose qui est dans l'image de U carré. Bah là, du coup, je vais... est-ce que... Non, je le dis pas, mais je le dirai dans l'analyse synthèse que je fais après. En fait, là, l'idée, c'est de soustraire U carré de X de chaque côté, de sorte qu'on a une décomposition qui va commencer à apparaître. Donc là maintenant on va poser y égale cette égalité disons triviale mais qui est bien pensée en fait, parce que on va reconnaître un vecteur qui est dans im de u et un vecteur qui est dans ker de u. Donc d'une part, u de x c'est dans l'image de u, c'est trivial, et si j'applique u à y moins u de x, j'ai u carré moins u de y, or u de y égale à u carré de x, donc c'est égal à 0, donc y moins u de x est bien dans ker de u. Donc ouais, c'est l'inverse de ça, mais enfin oui, ça fonctionne aussi. Ok, donc du coup on a montré que y était dans l'image de u plus quart de u, et donc on a fini par montrer donc notre inclusion, notre implication, et au final notre équivalence.
Ok, donc maintenant en fait je vais reprendre la décomposition pour vous montrer comment est-ce qu'on y arrive. Donc en fait il suffit de faire une analyse synthèse. On suppose qu'il existe A, B dans l'image de U et quart de U tel que on ait la décomposition de Y égale A plus B. Donc je reprends Y, c'était le vecteur qu'on avait posé dans la démonstration de tout à l'heure. Donc je suppose cette décomposition et je vais du coup appliquer U, c'est tout à fait logique. Comme ça je tue B. Et en fait là l'idée ça va être d'utiliser l'hypothèse, c'est de dire que im de u c'est égal à im de u carré, donc u de y c'est égal à u carré de x, où x c'est un vecteur de e. En fait, pourquoi est-ce que c'est une idée pertinente de faire ça? C'est qu'on fait une analyse synthèse, donc on a besoin de l'existence de quelque chose. Donc en fait, quand on écrit, quand on utilise cette hypothèse d'image, on va dire qu'il existe un vecteur tel que nanana. Donc il existe un vecteur, c'est particulièrement intéressant pour faire une analyse synthèse. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix essayer de prouver l'existence de quelque chose. Donc on sait qu'il existe un vecteur tel que u de y égale u carré de x. Donc là c'est ce que je disais tout à l'heure à demi-mot, c'est qu'on va retrancher du coup u carré de x, et comme c'est un endomorphisme, c'est linéaire, donc c'est u de y moins u de x égale à 0, ce qui montre que y moins u de x est dans le noyau de u. Ok, donc ça va être une bonne idée de poser b égale y moins u de x, parce qu'on sait que b est dans le noyau. Mais alors on n'a plus le choix pour a, puisque du coup on doit prendre a égale u de x pour tuer le u de x qui est dans b, le moins u de x. Et du coup on a bien, on vérifie bien que a est dans im de u, et donc en fait on a plié l'analyse synthèse comme ça. En fait, on retrouve exactement le même résultat, seulement là on procède un peu dans le noir, on ne sait pas trop où on va, quoi. C'est l'analyse synthèse typique. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère que tu auras appris des choses, que ça t'aura permis de mieux comprendre ton cours et que tu seras prêt pour l'école et les DS qui vont suivre. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, et comme ça tu pourras me retrouver pour une nouvelle vidéo en maths ou en physique. Salut! We'll be right back.